son petit bonhomme de chemin. Je salue mon frère Badi Assanga, c'est mon frère. Mon frère, je te salue. Et je salue. Il connaît comment les choses ont commencé et ce qu'on a fait. Travailler. J'ai suivi ça avec une émotion particulière. Cette émotion est particulière parce que, très bien de le rappeler, on se rappelle quand cette affaire-ci a commencé à s'échauffer, l'État du Cameroun a été abandonné. Quand je parle de l'État, je veux dire l'État du Cameroun, cette nation-là, a été abandonnée par pratiquement toute la classe politique, y compris les membres du RDPC. Tout à fait. Le président et l'armée se sont retrouvés avec cette bombe sous la main. Dites le président et l'armée. Bien sûr. Nous avons mis notre poitrine, nous, le NMP. Vous savez, moi, je n'aime pas parler de mon parti. Vous savez ça, je n'aime pas... Mais comment on va faire dans un pays où l'imposture se répand à un rythme plus qu'exponentiel? Le mensonge, la manipulation. Le plus souvent, avec un État qui valorise ceux qui travaillent contre lui. Avec un État, tout à l'heure, Bertrand a dit, on nous a remerciés. Bon, je ne sais pas ce qu'il appelle. Les patrons ne travaillent pas pour qu'on leur remercie. C'est pour ça qu'on fait ce que nous faisons. Mais il ne faut pas aussi que les gens font croire des choses qu'ils n'ont pas faites. On leur remercie le NMP en quoi? Puisque l'État qui est là fait la promotion des autres partis dans la nuit. Non, j'ai voulu dire, présent, qu'ils ont reconnu, au moins. Je ne sais pas où ils ont reconnu, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, peut-être que tu as vu un endroit où ça a été reconnu. Moi, je vous dis, on n'a jamais été demandeur, on a fait plus que ça. On n'a jamais été demandeur, mais il ne faut pas que les gens font croire comme s'il y a eu ces choses-là. Quand politiquement on reconnaît le travail d'une organisation dans un pays, on sait comment ça se passe. Il ne faut pas que les gens font croire des choses. Le NMP ne travaille pas pour qu'on reconnaisse ce qu'il fait, pour que l'État le remercie. Mais il ne faut pas non plus faire croire le contraire. Ce n'est pas vrai. Donc ça avait une émotion particulière, parce que je me rappelle à l'époque, j'avais des amis au comité, même pas des amis, des gens qui, au comité central du RDPC, avaient déjà dit que c'est fini, que le sort du Cameroun et du président Biya, c'est fini. C'est la sécession ou bien son départ. Quand je parle comme ça, ils sont là, ils font assez choses. Ils m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Et nous avons été en premier pour dire que ça ne se passera pas comme ça. Cette affaire ne passera pas. L'affaire Kilimanjaro, dont Bertrand parle, cet élément-là, mais qui a apporté ça? Mais à l'époque, quand nous on parlait de ça, mais il y a même des gens du pouvoir qui nous critiquaient, qui nous tapaient dessus. Il y a des gens du pouvoir de l'État. Mais c'est avec ces éléments-là qu'on a fait une intersection parlementaire du Cameroun. Quand une intersection, ça veut dire que des députés de plusieurs bords. On a fait une intersection parlementaire qui allait aux États-Unis obliger l'État américain à sortir de son double jeu. C'est-à-dire soutenir les terroristes amazoniens la nuit, même pas la nuit, il le faisait même en plein jour, à travers le voyou qu'on appelle Thibon Nagui, mais qui agissait pour le compte de ce lobby-là. Et l'État américain qui s'est amusé non seulement à les inviter même dans le Congrès américain, et il a fait des sanctions contre l'État du Cameroun, soit disant qu'on vit le droit de l'homme dans le nozo. Vous avez oublié ça, hein? Je ne parle pas de toutes les dynamiques qui ont été faites pour aller coincer l'État du Cameroun au Conseil de sécurité des Nations Unies et à la limite faire intervenir l'ONU. Forcer une intervention ici à l'ONU. Une intervention militaire au Cameroun. Voilà. Donc, je me rappelle à ce moment où étaient les autres forces politiques de ce pays. Oui, mon frère Assaga. tu sais de quoi je parle? Non, je sais, président Mandakani, cette bataille a été très, très rude. Et je pense que mon mentor a été incompris parce que quand on parle des actions, on ne peut pas mettre la main au même pédestal des Amazoniennes ou bien quoi que ce soit. Et dans un contexte précis, le chairman Ni John Fundi a fait une déclaration d'où il venait à l'hôpital. Je pense qu'il sortait de Pinyin.
Et c'est de ça que Bertrand Tatinda est en train de parler. Dès lors, nous, on a compris, parce que si l'armée doit avoir l'auteur. Aujourd'hui, l'armée a compris le terrain, la population coopère, et les choses partent dans le bon sens. Donc, président Tatinda, mon frère, il faut laisser la mémoire du Tchèman Fourier se reposer en paix. Moi, je suis un farouche opposant du système jacobin de M. Biya, mais je n'accepterai jamais la partition de mon pays. Et je sais que c'est cet esprit-là qui nime Frundi. Frundi a été celui qu'il est parce qu'il parle en fonction des contextes. Il ne parle pas... Frundi n'est pas quelqu'un qui est politiquement correct. Donc, il faut qu'on essaye de cadrer ça. Mais le bataille que le président Bandakani dit, même le Tcho Ayaba dont on parle aujourd'hui, il a une société de nettoyage qui s'appelle Kilimanjaro Cleaning en Norvège, ou dans son conseil d'administration. C'est sa femme. C'est le seul travail qu'il fait. Il dit qu'il est docteur. Mais d'autres disent qu'il était traduit praticien en Norvège. Je ne sais pas, il est docteur, il a défendu quel test. Il avait sorti un truc ici qu'il était à Middlesex. On est parti fouiller à Middlesex, on n'a rien trouvé. Donc il a trouvé sa vraie place. Il serait docteur dans le kidnapping, et la demande de rançon et le prix à payer pour ça, c'est au minimum 50 ans. Merci Padi. La parole, président, vous la gardez. Donc, le chairman Frundi n'a jamais été un sécessionniste. Et il y a eu des erreurs de dérapage de management, mais il n'a jamais été un sécessionniste. Deuxièmement, moi je ne confonds pas le SDF avec les ambassoniens. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Les députés du SDF, là, tout ce qu'ils ont fait dans ce conflit, moi je ne peux pas les mélanger. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Au contraire, ils en ont même trop. Ce parti en a tellement souffert. Du président Jojo aussi. Tout à fait. J'ai dit que une bouffée d'oxygène. Non, non, c'est clair. Donc je parlais de l'intersection là justement, où ils sont allés aux États-Unis. C'était avec le dossier. Oui. Le dossier Kilimanjaro. Jonathan. C'était ça. C'était ça. Et c'est nous qui avons imposé ça contre vents de marée. Personne ne voulait en parler. Nos vies ont été mises, c'est-à-dire des hauts cadres du MRC. Je dis ça parce que c'est public, sinon je ne vais pas appeler leur nom ici. Je ne fais pas ce genre de nom en appelant leur nom. Mais comme c'était public, sur ce plateau-ci, des hauts cadres du MRC nous ont menacés en direct à Mondo Vision de mort. On allait monter une affaire pour dire que nous avons dit ici que le président Biya a le pouvoir constitutionnel de tuer tous les anglophones. On a fait un dossier monté, tout ça. Une ONG, Internet sans frontières, qui nous suit, moi je ne les connais même pas, je ne sais pas cette dame, mais elle suit ces choses-là. Elle a démontré que c'était un mensonge. Mais ça n'a pas empêché aux journalistes, membres du MSC, agissant dans un média dont je fais pas jamais l'honneur de citer le nom, où je suis interdit de 10 ans, ils ont continué à publier ça pour justifier un éventuel assassinat qui était planifié. Il y a eu des choses. Il y a des choses. Il fallait le faire. Donc, aujourd'hui, tous ces leaders-là, politiques-là, sont candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Tous. La plupart ont le soutien des réseaux de l'État. Il y a un que c'est l'autre jour, avant-hier, il est à candidat à l'élection présidentielle. Il avait demandé de canadiser le Cameroun. Il a écrit à l'ONU pour ça. Je parle de M. Akerebuna. Ils sont tous candidats à l'élection présidentielle. Tous ces gars-là sont candidats à l'élection présidentielle. La question est de savoir ce que l'État camerounais lui-même veut, à un moment donné, sur des choses aussi sérieuses. Donc, mon ami Hassan l'a dit, c'est un tournant dans cette crise. D'accord. Mais pour nous, on ne va pas revenir sur ce qu'on a démontré. Cette crise-là, tout ce que vous voyez là, tout ce que les Occidentaux vont faire là, les États-Unis, la Norvège, etc., c'est parce que le combat a échoué, c'est parce que le plan a échoué. Hein. Tout ça, c'est parce que là-bas, le plan a échoué. Il a échoué parce que l'État camerounais, l'armée du Cameroun, a été, c'est-à-dire, fidèle à ses missions. Parce que le président de la République a tenu ferme, n'a pas cédé à tous ces sirènes qui lui disaient de s'asseoir avec des bandits, des criminels, pour dialoguer. Comme tout ça a échoué, même Thibon Nagui aujourd'hui tire sur les Amazoniens. Il tire sur eux. Thibon Nagui, qui était le porte-parole à l'étranger, il tire maintenant sur eux.
Alors, parce que... C'était là effectivement la crainte de Jonathan Batengel. Est-ce qu'il y aurait pas... Non, c'est pas que je vous dis que non, il n'y a pas de... Non. Ils ont échoué. Alors, pourquoi c'est l'arrestation aujourd'hui, président? Mais je vous explique, non. Ouais. Première raison, c'est parce que le projet a échoué. Et qu'est-ce que l'Occident fait dans sa géopolitique? Quand on ramasse un nègre, comme tous ces gens qu'il a cités là, tous ces criminels-là, ils sont tellement obnubilés par la part du gain qu'ils oublient, ils ne connaissent même pas leurs employeurs géopolitiques. Quand l'Occident vous utilise et que ça échoue, il vous vend, il vous livre pour rebondir et négocier. C'est la panoplie élémentaire. C'est-à-dire que maintenant que l'affaire a échoué, vous voyez qu'il reste quoi la Norvège? Vous voyez que la Norvège, je ne sais pas depuis qu'il est comme ça. Il découvre ça aujourd'hui. Depuis combien d'années de campagne, l'opinion publique internationale est mobilisée sur les crimes contre l'humanité perpétrés par ces criminels? L'État a même interpellé en 2000. Pour lui, ça va depuis 2013. L'État du Cameroun, c'est plus une décennie. Clair et net. Le président dans ce discours les a interpellés. Dans ce discours, la Norvège et les Américains, ils entendent ça depuis. C'est parce que il n'est pas encore désespéré. Oui. On ne sait pas si Paddy... Est-ce que Paddy souhaite apporter une précision? Bon, on n'entend pas. Paddy, activez votre micro. Activez votre micro, Paddy. Micro. Paddy. Non, il ne nous entend pas. Paddy, activez votre micro, s'il vous plaît. Avant de nous faire signe, on va vous prendre parce qu'on tente de sortir de cette... Oui, Paddy, allez-y. Il faut préciser aux Camerounais que Thibon Nagui percevait l'argent venant des ambazoniens pour être les lobbyistes. Parce que lui, il était déjà en retraite. Maintenant, le retournement de veste de Thibon Nagui avec son tweet, quand il faisait ses tweets, tous les ambazoniens partageaient. C'était quelqu'un qui était en mission. Il faut le dire aux Camerounais qui comprennent ça. Parce qu'ils ont l'habitude de respecter les garçons blancs. Quand tous les étrangers, les ambassadeurs américains, quand ils ne sont plus dans le gouvernement, ils tiennent un discours, ils leur donnent un petit entrée. Raison pour laquelle il entre dans la communication quand Capo Daniel était le directeur de communication de Thio Ayaba. Quand le même Thibon Nagui, il part chez Chris Anou parce que pour eux, c'est le gain. Il ne faut pas oublier que c'est des capitalistes. Et Thibon Nagui, il vient d'où? Dans son pays, il n'a pas pu résoudre le problème qui reste là où il est d'origine. Il faut que les Camerounais le sachent. Ça, c'est la vérité et rien que la vérité. Vas-y, président, je vous écoute. Merci. Merci pour enrichir. Je l'ai dit depuis. Thibon Nagui, j'ai dit, c'est un bandit. Je dis bandit. Il fait partie de ce groupuscule de sénateurs de consorts qui font partie de ce lobby qui voulait démembrer le Cameroun. Je vais vous expliquer un peu que les gens comprennent. On est obligé de refaire ça. Cette affaire est planifiée depuis Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, où il fait un pacte, soi-disant, pour la prospérité avec l'ONU, secrétaire général, avec les multinationales. Et les Africains, comme l'habitude, qui ne comprennent pas la géopolitique, ne s'intéressent même pas, ne voient pas ce qui se passe. Oh, derrière ce pacte-là, maintenant, on va créer une structure qu'on appelle le United Nations People Organization. Qui est un truc que vous ne connaissez pas, mais qui sert de porte à des pareilles dynamiques d'entrée à l'ONU, soutenues par des lobbies des multinationales, qui veulent s'accaparer des matières premières de zones dans des États. Ces matières premières sont très riches, on veut donc s'accaparer de ça en démembrant ces États. Ils ont fait ça au Soudan. C'était le projet. Donc il y a ce lobby-là. Donc quand je parle des sénateurs américains, ils sont dans ce lobby. Thibon Nagui, une fois qu'il perd son pays, il est au chômage, il veut de l'argent, il espère avoir des commissions et tout. Il est dans ce lobby. Parce que si l'affaire marche, il va venir s'enrichir, gagner plein de milliards sur ces ressources-là qu'on a auparavant bradées. Kilimanjaro, c'est une entreprise qui existe. Zulfikar Rachid est sur Internet, il ne cache pas. Il dit, nous avons signé les accords avec l'Ayoub Tab et la bande de brigands, de criminels là. En retour, nous finançons les activités de droits de l'homme qui leur servent de couverture dans ces régions-là. Mais ces régions sont déjà vendues, ça nous appartient, il le dit ouvertement. Et lorsque l'affaire a commencé à chauffer, le Canada va donc, l'État de l'Alberta, qui est un État de la Fédération canadienne, l'État de l'Alberta, engage donc une enquête d'État
pour savoir c'est quoi cette affaire. On va regarder donc si une entreprise crapuleuse qui lève les fonds sur Internet, etc. Mais on fouille, et bien, on vous l'a dit tout à l'heure, on se rend compte que c'est une succursale de la CIA. Oui, il n'y a même pas d'adresse, tout est faux. Donc, c'est au fur et à mesure que l'État camerounais, collectant de plus en plus des informations et prêtant attention à ce que nous disons, va commencer à mettre la pression, à mettre l'État américain sur sa responsabilité. Que l'État américain va commencer donc à essayer de reprendre en main ce lobby-là, et sous l'action de cet avocat Salahi, que nous saluons, Salahi. Un grand monsieur, Salahi, que nous saluons. Des gens comme Siga Badi qui est là, Sangassi qui est là. Le travail qu'ils ont fait donc, que, n'est-ce pas, les gars sont coincés. L'énormité des crimes contre l'humanité est telle que, ben, ils peuvent plus, maintenant que ça échoue, ils peuvent se couvrir. L'État américain fait semblant de revenir à de bons sentiments et essayer de les traquer. Mais tout ça, je l'ai dit, c'est un projet qui est monté. Ce sont ces lobbies américains-là et tous ces réseaux-là qui étaient derrière cette crise. Il ne faut pas confondre ça avec les revendications anglophones. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses extrêmement différentes. Ça n'a rien à voir. Cette entreprise, ce projet, c'est un projet criminel, crapuleux, de démembrement de l'État du Cameroun dans une dynamique de la mafia géopolitique internationale qui est activée par les multinationales et l'État américain, l'État profond américain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a cité tout le nom là, les tapants Ayoub, tous ces gens-là. Mais il y avait des photos ici que nous avons montrées. Ayoub avait discuté, ces bandes discutant avec leurs parrains occidentaux américains. Avec les cartes du Cameroun. Il va se retrouver, même un ancien président ghanéen. Bien sûr. Jerry Rawlings. Il va se retrouver dans cette histoire. Je pense que c'est Beneza Kwanga qui s'est retrouvé le feu ancien président américain. C'est Beneza Kwanga. Il était descendu au Ghanéen pour le rencontrer. Les photos en parlent. Bien sûr. Beneza Kwanga. Voilà, et à l'époque, nous avons dit au président Rawlings de ne pas dire ça à ce niveau. C'est une tache noire. C'est une tache très noire sur le président Rawlings. C'est une tache très noire. Ce lobby-là. Donc pour terminer, le débat, on n'est plus à ce niveau. Cette crise-là, l'aventure a échoué. C'est terminé. On est maintenant dans les actions, les derniers spasmes d'un bois dont la tête est coupée. Donc il s'agit encore. Aujourd'hui, c'est de savoir à quel niveau est-ce que l'État camerounais a réellement tiré les leçons. Parce qu'il y a un problème. Dans aucun pays au monde, on ne peut pas tolérer que des hommes politiques aient adhéré, soutenu une dynamique de sécession, et après on les voit se pavaner, quand l'élection l'élection présidentielle, d'autres on les avance. Ils sont même députés, machin et consorts. Tout ça, c'est le parrainage de l'État du Cameroun. Il y a un problème. À l'époque, disait que c'est un fédéralisme et non pas une sécession. Mais vous parlez de qui? Je veux dire que tous ces gens-là ont soutenu ce projet. Tous les hommes politiques. Vous parlez de un, à quel moment il est la deuxième fois. C'était moi un homme politique au Cameroun qui a soutenu cette affaire. Il y en a qui étaient dans les réseaux pour que l'ONU vienne intervenir au Cameroun. Des partis ont écrit à l'ONU, demandé l'intervention de l'ONU dans cette affaire. L'ONU doit venir faire quoi? C'est grâce à l'action du gouvernement camerounais, le travail qu'on a fait à Sanga, on a travaillé, et le soutien de la Russie et de la Chine qui ont dit que, mais, vous parlez de quelle affaire à l'ONU? Est-ce que cette affaire c'est une affaire de sécurité internationale? En quoi ça menace la sécurité internationale? En quoi? Mais les Russes l'ont compris, les Chinois l'ont compris, mais vos hommes politiques camerounais ne l'ont pas compris. Et on nous demande, nous, d'aller s'asseoir avec les gens comme ça pour faire des coalitions. D'aller s'asseoir avec les gens comme ça pour faire des coalitions avec les gens comme ça. Donc, moi je vous dis, par rapport, est-ce qu'on va l'extrader? Moi, Bertrand voulait me faire rire. Les gens font comme si, c'est pas une affaire de droit. Maintenant que les gens, ils sont coincés, ils n'ont jamais honte. Mais il y a une activité de l'État aujourd'hui pour démontrer que, mais, vous importez en foi à vos discours, vous soutenez les crimes contre l'humanité. C'est établi. Et les crimes les plus, tout à l'heure, à Sanga vous a décrit c'est à quoi ces gens s'y livraient. Elle s'appelait Ayafor, mais ce n'est pas le seul cas. La décence interdit de parler de ces choses-là. C'est du jamais vu dans le monde. C'est du jamais vu dans le monde. Donc, la Norvège, l'Allemagne et les États-Unis vont porter sur leur conscience durant toute leur vie, leur résistance. Et on va leur rappeler tous les jours cette action-là. Parce qu'ils ont hébergé et couvert ces gens-là. Donc aujourd'hui, ces États sont devant leurs responsabilités. Deux,
l'État du Cameroun a suffisamment moyens de pression. C'est ça, des moyens de pression pour amener l'Allemagne et la Norvège à prendre leur responsabilité, c'est-à-dire extrader. Il y a une loi au Cameroun contre le terrorisme, hein? C'est pas le jeu. S'il y a une loi qui existe là. Il y a une loi qui existe là, monsieur. Ce n'est pas le jeu. Une affaire exceptionnelle. Ce n'est pas le jeu. Dans la commission. Donc nous on regarde l'État. Donc on laisse ça. L'État a les moyens de pression diplomatique pour dire que, ok, on va voir. Si vous voulez, si c'est comme ça que vous envisagez vos rapports pour le Cameroun, allons-y. On va voir qu'il va. Le Cameroun a des arguments. A beaucoup d'arguments pour amener qu'on de ce criminel. Et qu'il soit, je dis bien, pendu. Après vos propos. Mais alors, vous dites que c'est mes propos? En attendant de connaître la loi. Vous avez lu la loi antiterroriste qui est au Cameroun? Vous avez lu cette loi? Pas plus. Vous l'avez lu, allez encore lire. C'est ce que vous l'avez lu. Allez lire. Allez lire la loi. 50 ans, ça va. 50 ans, ça va. On dit pas de 50 ans. Mais ça, c'est pour les Norvégiens. Si on veut l'enfermer en Norvège, oui. Au Cameroun, il y a une loi antiterroriste. À Sanga, tu connais cette loi. C'est pas moi et toi qui avons voté ça. Hein. C'est pas moi et toi qui avons voté ça. C'est l'État du Cameroun qui l'a fait voter. Les gens qui étaient au pouvoir, qui ont toiletté ces lois-là, qui se pavanent comme des oppositions, alors qu'ils sont des pions, ils sont des clients de la ministère de la Justice français. Nous, on connaît. Très bien. Ils ont voté cette loi-là. C'est une loi qui a été votée, la loi antiterroriste. Les termes sont clairs. Ces messieurs sont sous le coup de cette loi. Donc quand je dis pendu là, je suis pas en train de me faire plaisir. C'est pas excessif. C'est pas excessif. Je parle d'une loi au Cameroun qui existe. Alors c'est prévu. Donc il faudra une extrême, c'est-à-dire sévérité envers ces gens-là. Parce qu'il s'agit de l'avenir du Cameroun. Il s'agit de donner une leçon une fois pour toutes aux gens que les revendications sont légitimes, il faut les soutenir. Et avec mon frère Sangal, je le soutiens dans ces revendications-là. Il le sait, mais on ne peut pas tolérer que des gens jouent avec l'unité du Cameroun. D'accord. Et les gens jouent à démembrer ce pays. Ce pays est passé de près de 900 000 km², monsieur, pour l'Allemagne. Jonathan disait ici aux gens, l'autre jour, les enseignants, pour leur rappeler les anciens photos de Cameroun qui allaient jusqu'au Niger. Je ne sais pas si tu as compris quand lui parlait. Nous, on parle de ça depuis. On s'est retrouvé à 475 km² aujourd'hui. Amputation sur amputation. Amputation sur amputation. Et ce sont les mêmes réseaux. Les mêmes réseaux. Depuis la fin de la guerre, la première guerre mondiale, où l'Allemagne a perdu la guerre, a perdu le Cameroun, ils sont venus nous imposer un condominium. Après qu'ils se soient partagés le Cameroun entre la France et l'Angleterre. Dans un pays clair, dans un pays qui n'était pas une colonie. Tout ça, et comme ça, ils se sont partagés. C'est tout ça qui entraîne tout ça. Ils ont passé le temps à amputer le Cameroun.